Bonjour et bienvenue à l'émission Choisie. Alors nous sommes heureux de vous retrouver pour réfléchir ensemble, pour choisir les options que nous voulons dans notre vie. Merci pour les commentaires que nous avons reçus, des commentaires parfois que nous avons reçus en direct de personnes qui nous interrogeaient et qui nous permettaient donc d'améliorer notre qualité d'émission, soit pour des questions techniques, soit aussi des questions de fond. Alors aussi par rapport à ces remarques, par rapport à ces réflexions, oui, maître Jean-Yves Côté qui est avec nous, est avocat en droit, notamment par rapport aux questions de l'enseignement et par rapport à l'enseignement à la maison. Il en a déjà parlé et il en reparlera sûrement, mais effectivement, vous avez le droit d'élever vos enfants vous-même et de les élever à la maison. La semaine dernière, nous avons ensemble réfléchi effectivement sur le droit de grève, le droit par rapport au travail et par rapport aux questions qui tournaient à ce niveau-là. Et nous allons réfléchir ensemble avec Maître Côté encore sur le droit de nos libertés et le droit à notre sécurité. Effectivement, les événements qui se sont déroulés en Europe et en France en particulier nous invitent à réfléchir aux questions que posent les activités de terreur. Je ne veux pas employer le mot terrorisme, mais les activités de terreur. En effet, ces activités ont un impact sur notre quotidien. Bonjour, Maître Côté. Bonjour, Monsieur Coitou, et bonjour à vos auditeurs. Alors, bienvenue encore une fois parmi nous. J'ai précisé dans l'introduction qu'effectivement, vous êtes avocat dans les questions d'enseignement. Peut-être avez-vous un mot à dire spécifiquement à nos auditeurs? Oui, concernant le thème d'aujourd'hui, écoutez, c'est sûr que ça nous est inspiré par une actualité récente, des attentats tragiques qui ont affecté la capitale française, Paris. Cependant, de tels événements surviennent à une fréquence, ma foi, trop régulière. Et à chaque fois, ça fait ressurgir un débat sur la balance, comment balancer je dirais, notre préoccupation de sécurité, d'une part, avec la défense des libertés individuelles, d'autre part. Et cette balance-là est toujours à refaire. On a l'impression que c'est un débat permanent et ce n'est pas d'hier que cette question, ce dilemme se pose. Oui, et on voit d'ailleurs que assez facilement, les gens ont tendance à négliger, voire renoncer à leur liberté individuelle, notamment la liberté par rapport aux informations personnelles, tout simplement avec des prétextes, je dirais, ou en tous les cas des arguments, j'ai rien à cacher, et puisque j'ai rien à cacher, c'est pas gênant. C'est comme si, quelque part, on disait, la liberté de la presse, c'est pas important parce que je n'ai rien à dire. Oui, c'est que lorsqu'un événement comme celui-là, tragique, survient, les autorités gouvernementales cherchent des fois à dire, justement, il faut éviter que ça ne se reproduise, ce qui est évidemment une préoccupation fort légitime. Et on avait vu ce réflexe-là se manifester après les attentats du 11 septembre à New York sur les tours du World Trade Center. Alors, peu de mois après, le Congrès américain a adopté une loi qui s'intitule le Patriot Act, qui, en fait, menace ou enfin coupe ou amenuise plusieurs des libertés individuelles, mais cette fois de tous les citoyens américains. Et de telles lois ouvrent la porte à un contrôle de l'État sur ses citoyens. Et l'État, à ce moment-là,
justifie ou tente de justifier de telles lois ou de telles mesures qui sont très intrusives sur la vie privée par le besoin de sécurité. Est-ce que c'est justifié ou non? Là-dessus, j'aimerais vous lancer une citation de Benjamin Franklin. Alors, vous voyez, quand je disais que le débat n'est pas d'hier, Benjamin Franklin, ce père non pas de la Confédération, là, on voit bien que je suis canadien, mais ce père de l'indépendance américaine, qui avait déclaré ceci: un peuple prêt à sacrifier un peu de liberté pour un peu de sécurité ne mérite ni l'une ni l'autre et finit par perdre les deux. Fin de la citation. Donc, c'est sûr que lui avait dit ça dans un contexte où les colonies américaines tentaient de se libérer du joug de la couronne britannique. Et cette notion de liberté était très, très importante pour les révolutionnaires américains et ils ne toléraient pas que l'État intervienne de trop près dans leur vie et les brime. Et c'est un combat pour la liberté, et ça a mené à une déclaration d'indépendance, ça a mené aussi à une constitution, la Constitution américaine, qui contient depuis 1791 ce qu'on appelle le Bill of Rights, une espèce de charte des droits. Nous, au Canada, ça a été la Charte des droits, la Charte canadienne a été adoptée beaucoup plus tard, en 1982, mais les Américains, eux, en ont une depuis 1791. Et ces chartes des droits ont pour but de garantir, dans la Constitution du pays, dans la loi la plus importante du pays, la sauvegarde de libertés jugées fondamentales, des libertés individuelles, sur lesquelles l'État ne doit pas empiéter. Et le droit à la vie privée, notamment. Alors, lorsqu'on désire surveiller de plus près les citoyens, soi-disant pour prévenir des activités de terrorisme, est-ce que l'État ne se trouve pas à faire une intrusion indésirable dans la vie privée des citoyens qu'il entend protéger? Oui, d'autant plus qu'effectivement, la mise en place de caméras, la mise en place de traceurs partout, effectivement, n'empêche pas les attentats, n'empêche pas les actes de terreur. Et donc, on voit bien que cette surveillance omniprésente, en fait, ne supprime pas, ou ne garantit pas, plus exactement, la sécurité. La sécurité, les généraux qui ont parlé récemment disent tous: on ne peut pas empêcher des actes de terreur parce qu'il y aura toujours quelqu'un qui passera entre les mailles du filet. Et donc on voit bien que cette surveillance de masse, cette action de masse est pour contrôler l'action, j'allais dire, des masses du peuple, mais ne suffit pas, ou n'est pas en tous les cas un élément suffisant pour pouvoir arrêter réellement les actes de terreur. Oui, et de façon plus concrète, au fond, pour vos auditeurs, est-ce que vos auditeurs, parce que le thème de votre émission, c'est choisi, et est-ce que, comme auditeur, tu choisis la sécurité ou tes libertés individuelles, et notamment ton droit à la vie privée? Et on a l'impression que l'État nous dit, à nos citoyens, choisis entre vivre dans une société sécuritaire ou le droit à la vie privée. Et l'État a tendance, surtout après des événements tragiques comme ceux-là, à opposer ces deux choses-là et à demander aux citoyens de choisir entre les deux, alors que je crois que la responsabilité de l'État, c'est plutôt de concilier les deux. Je dirais même une société sécuritaire, mais dans le respect des libertés individuelles. Je dirais même que la question n'est pas posée aux citoyens. Il n'y a pas de référendum pour savoir qu'est-ce qu'on choisit. L'État lui-même impose, on le voit en France par exemple, où l'État a imposé l'état d'urgence sans demander l'avis des citoyens. On voit bien que le président de la République a dit « l'état d'urgence est décrété ». Mais est-ce qu'on a demandé l'avis des citoyens, justement? Pas du tout. Le gouvernement... Ce cas tout récent, en France, ça s'est fait très rapidement.
Et alors qu'aux États-Unis, après le 11 septembre, il y avait eu quand même le processus législatif, le Patriot Act, la loi en fait sur les activités patriotiques ou antipatriotiques, avait été passée à la Chambre des représentants et au Sénat américain. Donc ça avait suivi le processus législatif. En principe, donc, les élus du peuple avaient pu se prononcer, étudier ce texte-là. En pratique, toutefois, c'est que le texte était tellement volumineux qu'un grand nombre d'élus ont dit, écoutez, on l'a voté sans même le lire. Et comme on dit en québécois, ils s'en sont fait passer une petite vite parce qu'il y avait certaines dispositions, certains articles qui, justement, étaient assez intrusifs à l'égard de la vie privée des citoyens. Et là, on se dit, ben, est-ce que c'est justifié que l'État, au fond, intervienne autant dans la vie des gens, et on a l'impression que l'État, à ce moment-là, espionne les citoyens, et que pour garantir la sécurité des citoyens, que l'État se sent justifié d'espionner, en quelque sorte, ses citoyens. Et c'est la mise en garde, c'est le sens de la mise en garde formulée par Benjamin Franklin à la fin du 18e siècle. Au fond, si les gens, et on comprend qu'après un attentat, un événement tragique, les gens soient dans un état de peur, un état de panique, et réclament de l'État des mesures énergiques. Et l'État, oui, doit faire son travail, mais est-ce que l'État doit usurper des libertés fondamentales? Est-ce que l'État doit espionner tous les citoyens sous le prétexte que il faut détecter la pomme pourrie, si vous voulez, dans le panier? Et est-ce que ça justifie l'État de mettre en place des mécanismes de surveillance à l'endroit de l'ensemble de la population? Surtout quand l'État, on prend le cas encore de la France, mais quand l'État, et on sait qu'au Canada, on est en train de se poser la question, hein, mais l'État a laissé rentrer des dizaines, voire des centaines de personnes sans vraiment vérifier qui c'est, d'où il vient, est-ce qu'il a les moyens de venir et quels sont ses objectifs en venant en Europe, en venant en France. Au Canada, moi-même, mon accent me trahit, mais moi-même venant de l'étranger, eh bien au Canada, on a dû remplir des tas de formulaires, montrer qu'on était suffisamment riche, que personnellement j'avais des ressources, et notamment de mémoire, hein, je crois que je devais avoir 3 ans de revenus assurés pour pouvoir venir. Quand j'ai immigré au Canada, on me demandait de prouver que j'avais l'équivalent de 3 ans de revenus minimum pour pouvoir venir. Mais évidemment, les personnes qui sont arrivées en Europe n'ont pas du tout prouvé qu'elles pouvaient subvenir à leurs besoins pendant les 3 ans. Donc on voit qu'effectivement, si on laisse entrer, j'allais dire, le loup dans la bergerie, il ne faut pas s'étonner que eh bien, quelques moutons aient été esquintés. Oui, et puis il y a un travail de filtrage, un travail de vérification vis-à-vis des gens qui réclament la citoyenneté, des immigrants. Ce travail-là va être fait, c'est clair, mais là, ça va plus loin. Et c'est que lorsque les événements très tragiques et traumatisants pour la population se produisent comme cela, il peut être tentant pour certains États d'établir des mécanismes de surveillance de masse sur toute la population. Moi, de façon plus concrète, je suis certain qu'à peu près tous vos auditeurs ont soit un ordinateur personnel, soit un téléphone cellulaire, soit les deux. Alors, de façon concrète, est-ce que vous êtes intéressé, vous, est-ce que l'État puisse, à votre insu et en tout temps, avoir accès à toutes vos communications électroniques, les courriels que vous envoyez, les messages textes que vous échangez, les conversations téléphoniques que vous avez sur vos téléphones cellulaires, et que l'État puisse avoir accès à ça sans mandat de perquisition.
C'est ça, parce que d'habitude, si l'État, la police, suspecte que vous maniez des activités illégales, bon, avant d'aller faire une perquisition chez vous, ils doivent solliciter un mandat de perquisition au juge et ils doivent convaincre un juge d'émettre un mandat de perquisition. Et on a une protection constitutionnelle contre les fouilles et les perquisitions abusives. Là, ce qu'il faut savoir, c'est que dans le nouvel environnement technologique dans lequel nous vivons depuis, somme toute, assez peu d'années, vous savez, l'Internet, de façon aussi répandue qu'on l'a présentement, ça date peut-être de 15 ou 20 ans, tout au plus. Les téléphones cellulaires, c'est la même chose. C'est même plus court que ça. Hein. C'est même plus court que ça, puisque en fait, en 2000, à peu près personne n'avait ni Internet ni cellulaire. C'était très rare les gens qui avaient Internet et cellulaire. C'est vraiment à partir de 2000, donc on est en 2015, donc c'est vraiment, on va dire, dans les 15 dernières années que ça s'est répandu. Mais le vrai boom remonte à il y a 10 ans. Sur lesquels on échange beaucoup d'informations, de l'information très personnelle. À certains moments, des fois, c'est de l'information d'affaires. D'autres fois, c'est de l'information tout à fait personnelle avec nos proches. Des fois même, ça peut être des communications d'ordre affectif. Quand on pense au message texte, des fois, ça peut être très intime. Est-ce que nous sommes intéressés à ce que l'État, le gouvernement, les agences de renseignement gouvernementales puissent avoir un accès à toutes nos communications électroniques, que ce soit par courriel, par message texte ou par téléphone cellulaire? Est-ce qu'on est intéressé? Est-ce qu'on est prêt à... Normalement, moi, j'ai tendance à croire que ces communications-là appartiennent à la sphère de notre vie privée. Et il y a des gens qui prétendent que comme on utilise des réseaux de diffusion qui sont publics, du seul fait qu'on utilise ces réseaux de diffusion publics, que ce soit l'Internet ou le réseau des ondes radio pour le téléphone cellulaire, comme on utilise des réseaux publics, à ce moment-là, les communications qu'on fait par ces réseaux-là deviennent du coup publiques et que l'État peut comme ça les capter à notre insu. Et c'est une forme de surveillance globale, certains diraient même de l'espionnage de l'État, et ça peut aller jusque-là. Quand je décris cette réalité-là, est-ce que certains pourraient dire, ben, mon Dieu, c'est une forme de paranoïa? Écoutez, alors j'ai envie de vous arrêter justement à ce niveau-là, parce que justement, on est en train d'essayer de préparer une émission avec une personne qui est actuellement en Chine, un Français qui a immigré en Chine, qui est du reste musulman, et qui refuse toute technologie. Car justement, aujourd'hui, il dit « Je ne veux pas qu'on utilise mon image ». Et l'utilisation de l'image, aujourd'hui, est devenue tellement dévoyée qu'on peut vous faire dire à peu près n'importe quoi, on peut trafiquer ces images, on peut trafiquer les choses, et donc vous amener à, j'allais dire, vous faire dire des propos que vous n'avez pas dit. Et donc, on est en train d'essayer de préparer une émission avec cette personne qui voudrait, justement pour des questions aussi religieuses, pour des questions philosophiques, refuse l'utilisation de l'image. Et donc, c'est très compliqué parce qu'il ne veut pas parler à la télévision, il ne veut pas parler même à la radio. Donc, je ne sais pas si on arrivera à faire cette émission, mais ça montre bien aujourd'hui que peu de gens ont réfléchi sur l'utilisation que l'on peut faire par rapport à cette image, par rapport au message qu'il donne d'un point de vue médiatique. Voilà. Oui, parce que pour garantir notre sécurité, est-ce que l'État doit nous surveiller constamment, tous et chacun, ce qui impliquerait qu'on renoncerait à notre vie privée. Et donc, le souci de sécurité, ça s'est exprimé dans un mouvement qu'on appelle, croyez-le ou non, le sécuritarisme,
qui se définit comme suit. On dit que c'est le sécuritarisme ou esprit sécuritaire est un terme généralement utilisé de façon péjorative pour désigner la tendance d'une société ou d'un pouvoir à donner une priorité excessive à la sécurité matérielle, souvent au mépris même des libertés individuelles. Dans les cas les plus extrêmes, dit-on, le sécuritarisme peut mener à la dictature. Lorsque la lutte à une insécurité réelle ou même créée de toutes pièces est instrumentalisée par le pouvoir pour justifier la mise en place d'un régime particulièrement répressif ou coercitif ou liberticide, c'est-à-dire qui tue les libertés. Alors, on veut vivre dans une société sécuritaire, mais est-ce qu'on est prêt à donner à l'État toutes les clés de notre vie privée? Ce pourquoi la question se soulève, c'est qu'à cause de l'évolution de la technologie, il est maintenant possible pour l'État de faire une telle cueillette de données. C'est techniquement possible. Et il y a un Américain, un jeune Américain, un informaticien, qui a révélé que de tels programmes de surveillance de masse étaient mis en place, notamment par la CIA aux États-Unis. Alors, ce ressortissant américain, il s'appelle Edward Snowden. Donc, il est né en 1983, donc ça fait de lui quelqu'un qui a une trentaine d'années, relativement jeune, et il a travaillé lui-même pour la CIA sur ces programmes de surveillance de masse, des courriels, des conversations téléphoniques par téléphone cellulaire. Tout est recueilli, et c'est ce qu'il a révélé. Et on appelle ça les révélations d'Edward Snowden, ce qui lui a valu d'ailleurs de devoir s'expatrier des États-Unis. Il ne vit plus là-bas, il a cherché refuge en Russie, parce que le gouvernement américain cherche à le poursuivre pour avoir fait ces révélations-là. Alors, au fond, ce qu'il nous dit, cet informaticien-là, c'est que le gouvernement américain, dans la foulée des événements tragiques du 11 septembre, a mis en place des mécanismes de collecte des données informatiques sur tous les citoyens, sans mandat de perquisition. Alors justement, on peut se poser la question, vous parlez des événements tragiques du 11 septembre, on peut parler des événements tragiques du 13 novembre. À qui profite le crime? C'est-à-dire que qui bénéficie finalement de ces événements tragiques? Parce que le gouvernement, à ce moment-là, est aussi bénéficiaire. Si on a un gouvernement qui cherche justement à établir des contrôles plus serrés, et ces gouvernements-là, disons, qui cherchent à surveiller leurs citoyens, ben, c'est pas réellement synonyme d'une saine démocratie. C'est plutôt des États policiers, qu'on appelle, des États qui cherchent à surveiller constamment les faits et gestes de leurs citoyens. Et c'est pour ça que tout à l'heure, on faisait le lien entre le sécuritarisme et la dictature. C'est un lien qui a été fait, en tout cas par des régimes moins soucieux du respect des libertés individuelles. Donc, nous devons choisir, est-ce que notre désir légitime de vivre dans une société sécuritaire, une société où on peut vivre en paix, est-ce que pour atteindre cet objectif-là, nous devons accepter de renoncer à notre vie privée et est-ce que nous devons accepter que toutes les communications qu'on fait puissent être captées et analysées ou filtrées par une autorité de l'État? Alors demandez-vous, quand vous allez envoyer des courriels ce soir, parce que ça laisse des traces partout, et ça ne laisse pas juste des traces dans votre ordinateur, puis dans celui de votre destinataire, ça en laisse sur le serveur de votre fournisseur, le serveur du fournisseur de votre destinataire. Ça laisse des traces partout et ça ouvre la porte pour qu'un organisme, comme par exemple la CIA aux États-Unis, puisse s'emparer de ces données-là à votre insu et les passer dans un filtre et pour les analyser. Est-ce que ça vous intéresse? Est-ce que c'est un prix que vous êtes prêt à payer pour vivre dans une société plus sécuritaire? Et attention, il faut bien comprendre que
il ne s'agit pas seulement de se dire, ben, moi de toute manière je suis pas visé parce que je ne suis pas quelqu'un de violent, etc. Mais à partir du moment où on rentre dans cette logique, eh bien, on ne sait pas où ça s'arrête. C'est-à-dire que à un moment donné, ben, on peut estimer que vous avez telle idée et cette idée est mauvaise, et donc parce que vous avez écrit telle chose dans tel ou tel courriel, on l'a vu d'ailleurs encore une fois en France au lendemain des événements appelés Charlie Hebdo, eh bien certaines personnes ont été arrêtées, même des enfants ont été arrêtés parce qu'ils n'étaient pas Charlie. Donc si dans un courriel on met « je ne suis pas Charlie », eh bien vous pourriez être susceptible de prôner le terrorisme ou des choses comme ça. Donc, Oui, ça ouvre la porte à ce qu'on appelle la police de la pensée. C'est qu'il faut aussi réaliser que lorsque vous êtes chez vous, devant votre ordinateur, puis que vous allez sur Internet, vous pouvez penser que si la porte de votre pièce est fermée, que c'est privé. Or, ce n'est pas privé. Vous utilisez un réseau public, d'une part. Votre ordinateur a un identifiant qu'on appelle une adresse IP. C'est comme un numéro d'assurance sociale. Au fond, on sait que c'est cet ordinateur et aucun autre qui a fait telle ou telle activité, notamment toutes les recherches que vous faites sur les moteurs de recherche de Google. Est-ce que vous êtes intéressé à ce qu'un organisme de surveillance étatique puisse avoir accès à toutes les recherches que vous avez faites sur Google? Alors, c'est une question à se poser, là, parce que les mécanismes de surveillance et de captation de cette information-là existent maintenant. Je sais que l'émission approche de son terme et je pense que c'est important que vos auditeurs soient interpellés. Choisis entre ta liberté, sacrifie un peu de ta liberté pour un peu plus de sécurité. Est-ce que c'est un choix, un sacrifice que toi, comme auditeur, tu es prêt à faire? Et je mets vos auditeurs en garde à nouveau avec la citation de Benjamin Franklin. Je cite, « Un peuple prêt à sacrifier un peu de liberté pour un peu de sécurité ne mérite ni l'une ni l'autre et finit par perdre les deux. » Merci beaucoup. Merci, à la semaine prochaine. Merci à vous tous qui nous regardez et à la semaine prochaine.